Et pendant un tournage, moi j'ai dû partir au fin fond de la jungle. Je suis parti tout seul pour repérer une zone où un hélicoptère pourrait se poser. C'est pas aussi simple que ça. Il faut remonter la rivière parce que là, on peut pas se poser dans la jungle et trouver une zone, ce qu'on appelle une DZN, une dropping zone, tu vois, où l'hélicoptère pourra se poser pour que le reste de l'équipe puisse venir pour chercher. En fait, on cherchait une cité perdue dans la jungle. C'est une aventure extraordinaire. Et dans cette aventure qui devait être très belle, où je suis avec des guides, je rencontre des populations, là, au milieu de la jungle, je suis dans mon hamac parce que bon, il y a des animaux, ils ont fait gaffe. Je me lève un matin et je vois des bœufs devant moi. Alors que je suis même dans une réserve, je suis dans la Mosquitia, qui est un parc naturel, etc. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire. Et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Notre invité du jour, je le connais depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est un très grand honneur de l'accueillir parmi nous à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé Jungle Beef, dans lequel il dénonce l'exploitation bovine par les narcotrafiquants au cœur de la forêt du Honduras. Olivier Béra porte plus d'une seule casquette. Et c'est d'ailleurs par son chapeau que tu pourras le reconnaître. Après un début de carrière au Muséum national d'histoire naturelle de Paris en tant que biologiste, il a ensuite travaillé en tant que chef de projet pour les Nations Unies à Madagascar et a d'ailleurs été le plus jeune chef de projet que les Nations Unies n'aient jamais eu. Olivier est l'homme que je connaisse le plus engagé pour notre avenir. Avoir plus de personnes comme lui sur ce monde nous aidera certainement à inverser le changement climatique. Amoureux de Madagascar et jeune papa, il inspire le respect et c'est le cœur sur la main qu'il agit pour la conservation de la biodiversité. Il a créé l'ONG L'Homme et l'Environnement pour œuvrer à lier économie et protection de la biodiversité. Sur le terrain, il a voulu montrer que le changement est possible et a ainsi fondé la réserve expérimentale de Vohimana à Madagascar, mais aussi l'entreprise sociale et solidaire Aroma Forest qui génère des revenus pour plus de 6000 personnes. Expert en huile essentielle puis en actifs cosmétiques, il a travaillé pour des grandes marques telles que Yves Rocher, Chanel, De Sange et a récemment créé la première marque de beauté dédiée à la conservation des éléphants, Elephas Paris. Il fait partie des personnes qui m'ont réellement sensibilisé à l'utilisation consciente des shampoings ou autres cosmétiques notamment. Et tu l'as peut-être certainement déjà entendu sur une de ses nombreuses vidéos, ainsi que lors de la conférence qu'il a donnée pour TEDx France en 2013. Tu l'as donc compris, c'est un invité important que nous avons aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je te partage enfin notre échange dont je me souviendrai longtemps. C'est la personne qui m'a sensibilisé à l'environnement et à l'impact que nous pouvons tous avoir pour la planète. Il sait ramener les choses à l'essentiel et nous rappelle qu'il est très facile d'à la fois prendre soin de soi, des autres et surtout de la planète. Comme il explique très bien, conserver la biodiversité, ce n'est pas seulement ralentir le changement climatique, mais aussi rester en santé et avoir un réel impact pour l'environnement et le bien de demain. La planète, c'est notre seule ressource. Et comme il nous le précise, la nature fait partie intégrante de notre évolution et de notre épanouissement. C'est la base de tout ce que nous connaissons et utilisons. À la fin de l'épisode, Olivier te partage des images exclusives de son livre Jungle Beef, sorti il y a quelques mois. Sans plus attendre, accueillons Olivier Béra.
Bienvenue Olivier, merci de ta présence. Je suis super content de t'accueillir dans l'émission. Merci Ben, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir d'entendre des gens qui donnent du positivisme. Super. Écoute, avant de commencer, je voudrais te poser une première question. Et cette question, c'est quel est le dernier cadeau que la vie t'a offert? Le dernier cadeau de ma vie que la vie m'a offert, j'ai beaucoup de cadeaux que la vie m'a donné. Le dernier, c'est la plus belle chose au monde. C'est une petite fille qui a 16 mois à l'heure actuelle. C'était merveilleux. Super. Alors, une belle réponse. Écoute, sache que tu es l'homme le plus engagé pour la planète que je connaisse, réellement. On se connaît depuis longtemps maintenant, mais je sais pas si je te l'ai déjà dit, donc je te le dis aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment beau à voir. Je suis curieux de savoir d'où te vient ce besoin ou cette envie, cette passion, je sais pas comment tu peux qualifier ça, d'œuvrer pour la planète. Et je me demande si ça a toujours été en toi ou si c'est un événement qui t'a touché en particulier ou. Ça a peut-être été toujours en moi parce que je m'en suis pas rendu compte quand j'étais enfant. J'ai grandi en Afrique. Donc, Okay. j'ai grandi au Cameroun en particulier. Et en fait, mon frère m'amenait dans la forêt, qui était la vraie jungle tropicale humide. Sans que je me rende compte, pour moi, c'était tout à fait normal. Et en fait, quand je suis rentré en France, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ça. Et très vite, dès que j'ai pu, je suis reparti et puis j'ai commencé à m'engager pour l'environnement dès que j'avais 18 ans, parce que c'était indispensable pour moi. Donc j'ai juste eu la chance de découvrir la nature peut-être un peu avant les autres. Ok, super. Je pense que c'est une chance parce qu'on n'a pas tous cette vision-là de la planète. On est tous notamment en France en tout cas, on est tout le temps dans la ville presque, à part ceux qui vivent au centre de la France. Je pense qu'on se rend pas assez compte de tout ce qu'elle peut offrir. C'est absolument ça. On ne voit pas quand on vit dans les villes, on vit à Paris, on va dans une pharmacie, on ne voit pas qu'il y a des plantes médicinales derrière ça. On n'a pas ces paysages grandioses. J'ai travaillé sur des fleuves en Afrique, la nuit, rencontré des peuples un peu partout sur la planète. Et c'est fantastique. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a envie de partager, qu'on a envie de faire des choses, peut-être un peu plus que les autres, mais c'est pour le partager avant tout et parce qu'on a la chance et le privilège de l'avoir vu. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu penses du changement climatique selon toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est irréversible? Alors malheureusement, c'est irréversible. Il y a des choses qui sont déjà en route. On va déjà subir beaucoup plus des catastrophes naturelles. On le voit. Là, il y a quelques jours, Madagascar a subi un cyclone très puissant. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont subi ça, qui ont des maisons détruites, qui sont sous l'eau. Enfin, toutes ces catastrophes vont empirer. Maintenant, ça peut être pire encore si on réagit pas. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il faut déjà se préparer à s'adapter à tout ce qui est en route, mais il faut absolument qu'on réagisse pour ne pas laisser les générations futures vivre encore plus ces terribles changements qui sont en route. Tu parlais de positivisme tout à l'heure. C'est vrai que j'ai du mal à entendre ce genre de choses. Je me dis qu'il y a toujours un côté positif et on peut toujours aller de l'avant et on peut toujours faire en sorte que les choses avancent. Mais c'est vrai que on peut pas rester dans ce qu'on connaît déjà. On peut pas rester dans les façons de faire qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est mon ami Yann Arthus Bertrand a une très belle phrase, si tu veux, qui dit justement qu'il est trop tard pour être négatif, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose de toute façon. Il faut s'engager et on se sent mieux quand on s'engage, même si on peut chacun jouer son petit rôle, c'est l'histoire du colibri, eh bien, il faut le faire chacun parce qu'on peut quand même limiter les dégâts de façon considérable. Ouais, et on le voit, la biodiversité, elle est carrément en danger. On s'en rend compte de plus en plus. En tout cas, il y a peu de temps, les loups sont devenus une espèce protégée aussi. Donc, si rien que les loups, on se dit que une espèce qui est pas si importante que ça pour le commun des mortels entre guillemets, mais même ceux-là, ils sont touchés et donc on se rend juste pas compte, je pense, de tout ce qui peut se passer. Oui, les forêts sont détruites de partout. Je veux dire, il y a encore plein de dérivés d'huile de palme qui sont utilisés dans l'industrie ici en France. Je veux dire, c'est une catastrophe pour des forêts qui sont super riches parce que la biodiversité n'est pas répartie de la même façon sur la planète et il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Mais on peut faire des choses, je veux dire, avec mes équipes à Madagascar, je veux dire, qui font un travail extraordinaire. Hein. Moi, je suis pas allé à Madagascar depuis 2 ans et le travail continue. On arrive à protéger la petite forêt de Bouiman, je veux dire, qui fait 618 hectares.
mais qui a une biodiversité incroyable. Il y a 70 espèces de grenouilles, c'est 3 fois plus qu'il y en a dans toute l'Europe, sur une toute petite zone, je veux dire, qui fait 6 km². Donc, il y a moyen d'agir un petit peu partout pour préserver cette biodiversité, et il faut le faire parce qu'elle est en danger. Ce sont des espèces, à Bouiman, on a 25 espèces animales qui sont menacées d'extinction, donc on a fait un vrai sanctuaire qui est là, mais c'est aussi des plantes qui servent l'industrie, on ne s'en rend pas compte, et ça, il faut vraiment qu'on se batte pour préserver tout ce qu'on peut. Ouais, tu t'en parlais tout à l'heure vaguement, mais j'ai regardé ta conférence TEDx que tu as fait et j'étais beaucoup touché par cette jeune dont tu parlais qui a été guérie de la leucémie grâce à une plante. Et on pense que les cachets, ça vient des laboratoires chimiques, mais au final, ça vient à la base de plantes. Donc la biodiversité, c'est pour ça qu'il faut carrément la protéger. Mais bien sûr, et tu as raison. Et ça, j'aime bien cet exemple parce que cette plante s'appelle la pervenche de Madagascar, donc ça dit bien d'où elle est originaire. Et les gens ne se rendent pas compte, quand tu vas en chimiothérapie dans un hôpital, tu te dis pas, c'est une plante qui vient ça. Et la pervenche de Madagascar, ses racines sont toujours exportées de Madagascar parce que elle contient des alcaloïdes qui ont des molécules qui sont très complexes, qu'on n'arrive pas à synthétiser dans l'industrie, malgré bien évidemment que l'industrie pharmaceutique essaye de le faire. Et cette petite pervenche, elle sauve 60 000 enfants par an. C'est phénoménal. Alors quand on laisse les forêts brûler dans un pays très pauvre comme Madagascar, parce que les gens n'ont pas le choix, ou quand c'est l'Amazonie, ou quand c'est l'Indonésie, etc., eh bien c'est une catastrophe pour l'humanité dont les gens ne se rendent pas compte. Mais effectivement, sans la pervenche de Madagascar, eh ben, c'est 60 000 enfants qui n'auront pas la chance de survivre quand ils seront touchés par la leucémie. Donc il faut vraiment qu'on protège cette biodiversité pour l'humanité elle-même, mais aussi de façon intrinsèque. Je veux dire, le vivant mérite le respect. Mais c'est là où moi je vois de l'espoir, parce que si on se rend compte de ça, on peut faire en sorte de cultiver toutes ces plantes et de revenir à l'essentiel qui est la nature, au final. Mais bien sûr, il y a de plus en plus de gens qui reviennent à ça maintenant, qui se rendent compte que les plantes, ça soigne. Je veux dire, l'exemple de la pervenche, c'est un peu compliqué, mais il y a plein de choses où on utilise des extraits de plantes, alors que si on se fait une tisane, on a la même chose que dans un cachet. Donc effectivement, il faut que les gens maintenant reprennent en main leur santé, leur avenir. On a créé une association avec quelques copains qui s'appelle Tam Tam Phytoaroma pour ça, et c'est génial de voir justement que plein de gens se disent « Ah ben on veut faire quelque chose ». Alors après, il faut connaître. Donc on n'a pas beaucoup de mérite, parce que quand ça fait 30 ans qu'on bosse dessus, il y a des choses qui sont évidentes. Mais maintenant, je pense que le public a envie de prendre un peu son avenir plus en main. Et puis, les plantes sont vraiment quelque chose qui mérite beaucoup, beaucoup plus d'attention. On le voit aussi dans les marques de cosmétiques, par exemple, qui utilisent de plus en plus de plantes et ce genre de choses. Mais on voit aussi qu'elles utilisent beaucoup de produits dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement. Et ça, il faut aussi que ça parte d'eux dans un sens, je pense. Oui, alors, moi, je crois beaucoup au public parce qu'il faut être positif. Mais c'est vrai que les grandes marques, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de greenwashing. Ça fait partie des choses qui ne sont pas très fun. Parce que moi, je connais bien le sujet. Tu sais, que tu le disais tout à l'heure, j'ai travaillé pour des grandes marques. Mais c'est vrai que beaucoup de ces grandes marques restent tenues par les besoins de rentabilité. Et donc, il y a beaucoup de produits qui pourraient être bien mieux. On cherche toujours à faire du pas cher. Et c'est pas possible de faire du pas cher parfois. Tu vois, là, on a développé une marque pour essayer de montrer que l'excellence est possible, que l'engagement est possible, qui s'appelle Elephas Paris. Donc, moi, je suis parti du point de dire on va faire bien, c'est-à-dire des produits qui soient safe, qui soient efficaces et qui soient positifs pour l'environnement. Et pour te donner un exemple très concret, il y a plein de dérivés d'huile de palme dans toutes les entreprises cosmétiques. Il y a vraiment très, très peu. Il y a une marque qui s'appelle Oolution qui fait 100 dérivés de palme, mais c'est pratiquement la seule à faire ça. Tous les autres n'utilisent pas d'huile de palme, mais des molécules qui sont dérivées. On utilise quand même de l'huile de palme pour les fabriquer. Donc, c'est vraiment pas cool de cacher ça. Avec Elephas Paris, on a essayé de le faire justement sans dérivés d'huile de palme. Il faut savoir que le même ingrédient qui est sans dérivé d'huile de palme, il coûte 28 € le kilo, alors que normalement, pour l'industrie, les grosses boîtes qui font avec des dérivés de palme, ça coûte 8 € le kilo. Donc c'est vrai que ça a un vrai coût de faire les choses bien, mais moi je me dis, quand je vois les forêts indonésiennes qui partent en fumée,
on n'a pas le droit dans l'industrie cosmétique qui est capable de faire de l'argent. Il y a des boîtes qui gagnent des milliards de dollars dans l'industrie cosmétique. C'est pas possible de continuer à se reposer sur la destruction des forêts tropicales, de ces plantes médicinales dont on vient de parler. Et s'il faut payer un juste prix, il faut qu'on le fasse. On ne peut pas vivre à crédit sur la destruction de la planète. Je suis tout à fait d'accord. Et même vivre à crédit sur aussi son corps, sur comment on se sent, sur les produits qu'on ingère, parce que notre peau aussi va les ingérer. Les produits d'EFA, je les connais, je les ai utilisés, ils sont vraiment plus que bien. Donc je t'encourage, toi qui nous écoutes, à les utiliser, à faire ça aussi. Mais du coup, pour toi, Olivier, le pape, pour chacun d'entre nous, ce serait de choisir une utilisation plus consciente de nos cosmétiques. Bien sûr, et c'est pas que les cosmétiques, c'est avant tout l'alimentation aussi, savoir ce qu'on mange, d'aller justement regarder d'où viennent nos produits, essayer de manger bio. Alors on va dire ça coûte cher, mais non, ça coûte pas cher quand on est malade, ça coûte cher. Donc il faut arriver à voir ça, arrêter le plastique, ça c'est vraiment des réflexes qu'on peut avoir. C'est dramatique. Je voyais des chiffres, on mange l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine, c'est un truc de folie. Je veux dire, c'est bien sûr, notre corps n'est pas fait pour ça. Donc, tout le monde peut s'engager et il faut qu'on ait cette réflexion. Bien sûr, sur les cosmétiques, puisqu'on les met sur la peau, et puis ça pénètre quand même dans la peau. Pardon. Mais aussi notre régime alimentaire, il faut vraiment travailler là-dessus. Bien d'accord, c'est pour ça que, par exemple, j'ai choisi de devenir végétarien puis vegan. Rien que dans cette, je suis pas en train de dire à tout le monde qu'il faut le devenir aussi, mais déjà rien que d'être plus conscient de ses choix, de savoir d'où vient le produit, de savoir ce qui se fait à son corps, déjà ça permet d'être plus conscient de ce qui arrive et du coup après au fur et à mesure on devient plus conscient aussi de la planète et de ce qui nous entoure et des autres. Absolument. Je veux dire, on ne peut pas continuer à avoir justement des viandes dans les supermarchés qui viennent d'Amérique du Sud, mais on pourra en parler de ça. Mais c'est aussi effectivement que tout le monde ne devienne pas vegan. Bon, ok, ça peut être aussi des choix. Si on peut l'être, c'est bien parce qu'on peut être vegan en étant en super santé, en étant sportif. Il y a plein de sportifs qui nous prouvent que c'est possible. Hein. Djokovic est un bon exemple. Hein, je veux dire, donc c'est quand même. Il y en a plein. Donc, c'est vraiment pas un problème pour la santé d'être végétarien ou d'être vegan. Si on veut manger de la viande de temps en temps parce qu'on aime ça et puis qu'on n'a pas de gêne à ce que des animaux soient tués pour ça, il faut le faire. Je veux dire, quand ça vient d'élevages qui sont corrects, où les animaux ont de la liberté de vivre, où ils sont pas maltraités pendant leur vie. Je veux dire, ça aussi, ça existe, mais ça peut pas être les viandes de supermarché à grande échelle. C'est juste pas possible. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est aussi ce qui m'a ouvert au développement durable. Et je sais que tu es un acteur du développement durable. Tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est que le développement durable pour de vrai? Et si on peut vraiment faire confiance à un autre label qui dit faire les choses bien et qui, selon lui, sera forcément la marque à respecter, à choisir? Alors, c'est un petit peu difficile parce que tout le monde parle du développement durable à l'heure actuelle et il y a des labels de partout. Il y a un label, tu en parlais, c'est le label bio, je veux dire, qui reste quand même très exigeant, je veux dire, même si on peut faire mieux encore. Maintenant, il faut bien se dire que c'est une démarche personnelle qu'il faut avoir. C'est de se dire, demander aux entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tout le monde va sur Internet, donc on peut regarder beaucoup plus à fond qu'est-ce que c'est que l'entreprise, de quoi elle parle, qui sont les dirigeants derrière l'entreprise. Donc, c'est possible à tout un chacun de devenir plus exigeant. Parce que moi, je le vois, on entend tout et n'importe quoi, c'est une catastrophe. Mais on peut aussi chercher un petit peu plus. Le développement durable, eh bien, il y a des objectifs qui ont été définis par l'ensemble des Nations Unies. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vivre dans les limites de notre planète et vivre avec humanité. On ne peut pas vivre riche dans un coin. Maintenant, on est sur la même planète. Je veux dire que si les gens sont trop pauvres, je vois des gens qui me disent eh bien, il faut se concentrer sur la France. Bien sûr, il faut arrêter de manger des cerises en hiver qui viennent d'Argentine. C'est débile, il n'y a aucun sens à ça. Par contre, il faut arrêter de croire qu'on peut vivre tout seul. On est sur la même planète. Les gens ils me disent la tech, tu vois, il faut vraiment investir dans la technologie, de manger local. Oui, c'est très bien. Mais la technologie, c'est quoi? C'est des puces informatiques. Des puces informatiques, c'est quoi? Eh bien, c'est fait avec des terres rares, des minéraux rares.
qui viennent du Congo. Pour 80 ou 90% des terres rares viennent du Congo. Si le Congo est en guerre parce que les gens sont trop pauvres et font la révolution, eh bien, les industries françaises ne marcheront plus. Donc, tout est lié. Il faut arrêter de croire qu'on peut se dissocier de la planète. Et donc, le développement durable, c'est dire, OK, eh bien, on réfléchit un peu à tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut manger moins de viande? Est-ce qu'on peut faire gaffe à ne pas prendre des produits qui sont emballés sous plastique systématiquement? Tout ça, c'est une réflexion qu'on mène. Est-ce qu'on peut aussi regarder plus les humains en général et se dire, OK, c'est les mêmes humains qui sont de l'autre côté de la planète. Et tout ça, il faut qu'on réfléchisse tous les jours dans tout ce qu'on fait. C'est un peu simple, par là que ça commence. Ouais, tu utilises le mot réfléchir et je pense que c'est pas pour rien. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont pas envie de réfléchir tout simplement, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait leur mettre les faits en face d'eux. Et c'est pour ça que ton travail est super important parce que c'est toi tu fais partie de ceux qui montrent aux gens où on en est et ce qui se passe sur la planète. Et il y a certaines personnes qui ont besoin de le voir parce que sans ça, elles agiront pas, je pense en tout cas. Oui, mais il y a aussi, moi j'ai beaucoup confiance dans les jeunes, j'enseigne parfois, je veux dire, dans des écoles même de commerce et de marketing, et c'est génial de voir ce changement, parce que la jeunesse actuelle, cette génération Z, comme on dit, elle a vécu toutes ces catastrophes qu'on voit à la télé, les incendies en Australie, en Californie, les vagues de froid, les inondations, etc. Eux, ils ont vu tout ça beaucoup plus que leurs parents et surtout que leurs grands-parents. Donc, eux, ils ont envie de réagir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait du bien de faire quelque chose. Je veux dire, quand on donne du positivisme, eh bien, on reçoit du positivisme. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut montrer. C'est qu'il y a une vraie problématique sur la planète. Donc, il faut en parler. Il y a plein de gens qui en parlent. Mais c'est aussi, eh bien, faire ces petits gestes, eh bien, on se sent bien. S'occuper des autres, eh bien, on se sent bien aussi. S'occuper des animaux, on se sent bien. Il faut aussi qu'on trouve les outils maintenant pour que chacun puisse le faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, de faire des liens. Je t'ai dit, à Madagascar, moi, j'ai des équipes qui bossent. Maintenant, c'est génial. J'ai des mecs qui me contactent sur WhatsApp. WhatsApp, ça permet, tu vois, aux Africains, aux Indonésiens de communiquer avec nous. Donc, il faut maintenant qu'on se mette en lien. Et effectivement, c'est à nous, environnementalistes, de trouver comment aider tout un chacun, chaque individu à s'impliquer par ses achats, je veux dire, acheter intelligemment avec un vrai impact de terrain, mais aussi pouvoir s'impliquer, si on le veut, à soutenir une ONG dans le Sud, à soutenir des communautés locales pour les aider à se développer, à soutenir des gardes forestiers. On a ça à Vuiman, c'est une entreprise française et ses collaborateurs surtout qui s'impliquent et qui disent « Ok, tiens, on a envie de faire ça ». On va chercher les outils et on va les trouver pour que tout le monde puisse s'impliquer. C'est super important ce que tu dis et puis tu parles aussi du fait que tout est lié. On s'en rend compte et tu viens d'en parler, c'est que dès qu'on va commencer à s'engager, dès qu'on va commencer à faire une petite chose, on va voir les répercussions et on va vouloir donner encore plus, on va se rendre compte qu'on va recevoir aussi et là on se rend compte que tout est lié mais tout ça faut le vivre pour pouvoir s'en rendre compte au final. Donc justement ma question d'après c'était quelles sont les actions que tu penses que tout un chacun puisse faire pour prendre action pour le développement durable. Donc pour toi, c'est surtout aider les ONG ou ça va être peut-être aller sur place et faire aussi, et prendre action aussi, ou qu'est-ce que ce serait pour toi? Alors, il y a les deux à faire. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà dans ces actions de tous les jours, de consommer mieux, consommer moins, souvent, je veux dire, on consomme un peu trop. Je veux dire, Ouais. il y a ces premières actions qui sont simples. Et puis penser justement à ces émissions carbone, comment justement on peut les compenser, donc trouver où le faire. Donc ça, il y a plein d'ONG qui se mettent à le faire. Ou à chaque fois réfléchir, planter des arbres, c'est bien. Mais par exemple, à Madagascar, nous, protéger 1 hectare de forêt, on a fait le calcul, ça nous coûte 40 € par an. Je veux dire, il y a des ONG qui proposent de planter 10 arbres pour ce prix-là. Donc, il faut aussi chercher un petit peu ce qu'on peut faire. Il y a des étudiants qui viennent sur le terrain à Vuiman, dans cette forêt malgache, de l'Est malgache, pleine d'animaux, pleine de plantes. On a un réceptif communautaire qui a été créé. Il y a une 11 bungalows qui sont là maintenant. Il y a des étudiants français qui viennent, il y a des volontaires qui viennent. Alors, le volontariat, il a ses limites. Des fois, j'ai des gens qui me disent on veut planter des arbres. Quand tu sais qu'un malgache paysan, il gagne 70 € par mois s'il a de la chance, il s'est planté. Donc, c'est pas tellement planter les arbres, c'est plus les soutenir pour l'éducation, pour
trouver des sous aussi pour que des plantations se fassent là-bas, pour qu'on protège les forêts. Il y a beaucoup d'engagements qui sont possibles, mais c'est vrai qu'aussi le voyage, c'est aussi critiquable. Il faut arrêter de prendre l'avion pour aller passer un week-end à Oslo aussi facilement que ça. Il faut réfléchir. Il y a le train, il y a des balades à faire en France, mais la mondialisation, elle est là. Il faut aussi quand même aller à la rencontre des autres. Moi, j'y crois beaucoup, donc on ne peut pas se passer de ça. Il faut le faire en réfléchissant. Arrêter de partir pour une semaine, essayer de planifier de partir pour un mois ou un mois et demi, si on peut le faire, mais aller à la rencontre des autres reste important, et parce que ça donne envie de faire et on peut le faire. Je suis tout à fait d'accord. Puis on n'est pas obligé non plus de donner 1 000 euros, ou on peut simplement donner 5 euros, c'est déjà un bon début, et puis après on voit les répercussions que ça peut faire, quoi. Absolument. J'aimerais aussi qu'on commence à parler un petit peu de ton livre qui vient de sortir, ou qui est sorti il n'y a pas longtemps en tout cas, Jungle Beef. C'est un titre assez évocateur. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Eh bien, écoute, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Cyril Meyer, qui est le dessinateur qui a travaillé avec moi pour illustrer ce bouquin. Et c'était une bonne opportunité de se dire, tiens, est-ce qu'on peut pas justement pondre autre chose qu'un article que je pourrais faire, ou qu'un bouquin à lire qui va m'intéresser, faire une BD, ou on appelle ça un roman illustré, puisque c'est vraiment un bouquin. Mais c'est fun, c'est sympa à lire, c'est une aventure que j'ai vécue. Donc c'est vraiment une aventure vécue que j'ai faite au Honduras. Je travaillais avec une équipe de tournage. On a une équipe qui s'appelle The Explorers, qui a fait des émissions, on fait des inventaires de la biodiversité. Vous pouvez aller le voir aussi sur Internet, des images qui sont fantastiques pour justement partager aussi la beauté de la nature. C'est le but de The Explorers. Donc on essaye vraiment de montrer des belles images. Et pendant un tournage, moi, j'ai dû partir au fin fond de la jungle. Je suis parti tout seul pour repérer une zone où un hélicoptère pourrait se poser. C'est pas aussi simple que ça. Il faut remonter la rivière, parce que là, on peut pas se poser dans la jungle et trouver une zone, ce qu'on appelle une DZN, une dropping zone, tu vois, où l'hélicoptère pourra se poser pour que le reste de l'équipe puisse venir pour chercher une cité perdue dans la jungle. C'est une aventure extraordinaire. Et dans cette aventure qui devait être très belle, où je suis avec des guides, je rencontre des populations, là, au milieu de la jungle, je suis dans mon hamac, parce que bon, il y a des animaux, et on fait gaffe. Je me lève un matin et je vois des bœufs devant moi. Alors que je suis même dans une réserve, je suis dans la Mosquitia, qui est un parc naturel, etc. Et là, je comprends pas. Donc, j'ai posé la question à mon guide qui était avec moi. Et en fait, ces bœufs-là, c'était carrément du blanchiment d'argent, de la drogue. Le gars, il m'a expliqué ça. C'est qu'en fait, le Honduras, c'était une plateforme depuis très longtemps, malheureusement, je veux dire, de trafic de drogue, pas plus de transport qui est en allant vers l'Amérique du Nord. Et en fait, les narcotrafiquants, quand ils ont de l'argent, ben, ils ne peuvent pas le placer à la banque. Tu ne viens pas avec 10 millions de dollars dans la poche et tu le poses sur un compte en banque en liquide. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des bœufs et ils prennent des gens très pauvres et leur disent, tiens, je te file du bétail, vas-y, et je te garantis l'achat de ton bétail même. Mais tu vas aller là-bas, tu vas couper de la forêt, tu vas couper de la jungle, super riche, super plein d'animaux, etc. Et tu vas faire ton élevage là-bas. Et les mecs, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en fait, avec ça, ils vendent les bœufs et ils blanchissent leur argent. Donc, c'est un truc, c'est tout à fait dramatique de dire ce qui se passe là-bas. Et ce bœuf, eh ben, il arrive chez McDonald's, c'est des trucs de fou. Je veux dire, peut-être pas chez McDonald's France à l'heure actuelle, mais chez McDonald's aux États-Unis, au Mexique, etc. Je veux dire, donc c'est des trucs qui sont vraiment dramatiques. Il faut aussi qu'on arrête. Il y a seulement quelques semaines, la France a décidé, plusieurs supermarchés ont décidé d'arrêter d'importer de la viande d'Amérique du Sud. Il était temps, mais c'est juste impossible qu'on soit encore rendu en 2021 à importer de la viande d'Amérique du Sud, qui en fait contribue à la déforestation. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, où il y a deux parties. Il y a une partie vraiment aventure, découverte des peuples et tout ça. Et Cyril a très bien illustré avec des dessins un petit peu différents la partie profonde, où on a essayé d'expliquer qu'est-ce qui se passe politiquement, qu'est-ce qui se passe avec ce trafic de drogue. Et ça fait un bouquin qui marche bien. En fait, j'ai pas les chiffres des ventes, mais l'éditeur nous a demandé de réfléchir à un second bouquin. On va certainement faire. Génial. Donc c'est vraiment un bon signe. Donc je vous invite tous à regarder Jungle Beef pour s'éduquer un petit peu, en ayant de la détente en même temps.
Ouais, bah j'invite aussi tout le monde à regarder tout ça. Et tes aventures, elles sont vraiment fascinantes. C'est quand même fou que tu tombes au milieu de la jungle sur les narcotrafiquants et que tu puisses dénoncer tout ça. Je trouve ça génial. Euh, ouais, c'est une question que j'avais notée pour toi en pensant à ce bouquin. T'as pas peur des représailles à force de dénoncer tout ce que tu dénonces enfin ouais, c'est une question que je me demandais. C'est important de dénoncer, mais il y a beaucoup de gens qui oseraient pas, je pense. Et toi, t'as le mérite en tout cas d'oser. Je suis quand même positif. Je dénonce pas tant de choses que ça. Il y a des gens qui font beaucoup plus que moi. Tu vois, Julien Assange a eu son droit d'asile qui lui a été refusé par la France. C'est horrible parce que c'est vraiment des gens qui dénoncent des choses très importantes. Donc, moi, je te dirais qu'il y a des gens plus engagés que moi. Ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me suivaient. J'ai arrêté des trafics de peaux de crocodile à Madagascar, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années, où je travaille toujours, mais où j'ai vécu 20 ans. Et c'est vrai que là, il y a un moment donné, ça a été chaud. J'ai même eu des hommes de main qui m'ont poursuivi jusqu'en France, tu vois, parce que ça paraît fou, mais ça coûte pas si cher que ça de se payer des mercenaires qui vont aller attaquer quelqu'un. Donc ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé il y a longtemps. Et finalement, on n'a pas de temps de représailles. Bon, ça m'est arrivé d'être en prison aussi dans le nord du Congo, mais pas longtemps du tout. Et je crois que de toute façon, il faut le faire. Et je te dis, moi, je me sens pas vraiment un dénonceur, mais je pense qu'il faut aussi, c'est aussi une chose à faire pour le développement durable. C'est vraiment soutenir, si tu veux, tous ces lanceurs d'alerte, ces gens qui sont engagés, parce que eux, ils sont pas protégés du tout. Ouais, je suis d'accord. Et puis on se rend encore une fois pas compte de l'impact que simplement notre parole pourrait avoir. On doit parler, on doit ouvrir notre bouche et dire ce qui se passe. Et puis c'est peut-être aussi ça qui va inspirer d'autres gens et puis faire avancer les choses, etc., etc. Absolument. Et encore une fois, tout le monde peut s'engager et faire quelque chose. Et ça commence par la culture, c'est-à-dire se dire, lire des trucs. Enfin, c'est sympa d'être sur Facebook, voir les copains qui font des trucs marrants, mais c'est aussi se servir des réseaux sociaux pour, quand on a une question qu'on se pose, chercher la réponse et on trouve. Ouais, tout à fait. Super. Ben, Olivier, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce beau moment. Je suis heureux d'avoir pu passer ce moment avec toi. Merci pour pour ton temps, pour toutes tes réponses. Je suis honoré. Eh ben, merci à toi. C'est vraiment super de ce que tu fais parce que j'ai envie de dire, encore une fois, plus de positivisme, on peut aller, plus d'engagement, c'est bien. Et tu nous montres l'exemple. Merci à toi de nous donner la parole. Merci Olivier, je prends tes mots directement dans le cœur et j'espère que tu viendras bientôt de nouveau dans l'émission pour nous parler d'autres choses. Avec plaisir. Super, à bientôt Olivier. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a encouragé à être plus conscient de tes choix et de l'impact que tu peux avoir. Si tu souhaites connecter avec Olivier, je te mets tous les détails dans la description de l'épisode. Jungle Beef d'Olivier est une aventure à vivre grâce aux images et à lire grâce aux récits. Pour t'y inviter, Olivier nous a gracieusement partagé les images exclusives de son livre. Si tu souhaites télécharger le clip pour y avoir accès, tu peux aller à bengananda.com/16. Tu trouveras évidemment toutes les infos dans les notes de l'épisode. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.